Merci. Donc, la parole est maintenant à Madame Valérie Létard pour 8 minutes. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Mesdames et Messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, permettez-moi tout d'abord, bien sûr, de commencer par remercier l'excellent travail de l'ensemble de nos rapporteurs qui permettent d'éclairer nos débats. Nous avons cet après-midi à discuter d'un budget héritier des choix récents en matière de stratégie de logement qui se situe dans la continuité assez logique de notre dernier débat budgétaire. Les crédits de la mission Cohésion des territoires sont à nouveau en baisse. Cette baisse est liée à la poursuite des mesures de réduction des aides personnalisées au logement et de refonte de leur mode de calcul. APL qui compte pour 82% de ce budget. En effet, les crédits du programme 109, aide à l'accès au logement, sont en nette diminution entre 2018 et 2019, passant de 14,26 à 13,11 milliards d'euros, soit une baisse de 8%. Outre que ce budget nous donne le sentiment de déjà-vu, il nous confirme que les APL restent une variable d'ajustement budgétaire, avec cette baisse d'1,2 milliard, conséquence de plusieurs décisions. La non-indexation de l'APL sur l'inflation pour une économie de 102 millions d'euros, remplacée par une revalorisation de 0,3% qui risque de créer un effet ciseau regrettable couplé avec le prélèvement à la source. La réforme du mode de calcul de l'APL pour 910 millions d'euros d'économies. Permettez-moi de m'interroger à ce titre doublement. Je ne comprends pas que l'on ait préalablement fait le choix de la baisse des APL avant d'en modifier le mode de calcul. Par ailleurs, concernant le calcul sur la base des revenus actuels de l'allocataire, la contemporanéisation, outre les difficultés qui s'annoncent et qui vous font prévoir finalement une entrée en vigueur au premier semestre 2019, après le printemps, on parle maintenant de juillet, bien sûr nous en sommes tous très inquiets. Inquiets pourquoi ? Parce qu'aussi les caisses d'allocation familiale, vous le savez, ont été réformées il y a un certain temps maintenant. Et plus les départements seront denses et auront donc beaucoup de bénéficiaires de l'APL, plus ils ont été regroupés en une seule CAF, seul endroit où vont passer toutes les décisions. Vous avez beau avoir des annexes, des antennes, vous allez avoir une difficulté de mise en œuvre. Il faudra être extrêmement vigilant, sinon nous pourrions avoir des déconvenues. Enfin, la mise en œuvre de la RLS, de façon concomitante avec la baisse des APL, tend à produire les effets que nous craignions et sur lesquels nous avions longuement alerté l'an passé. Vous avez demandé un effort conséquent aux bailleurs, 800 millions d'euros en 2018, avec l'idée d'une trajectoire identique en 2019. Entrée en vigueur au 1er février 2018, cette économie a donc été réalisée sur 11 mois. Si aujourd'hui les paramètres ne sont pas modifiés, la RLS représentera pour l'année 2019 un coût de 873 millions d'euros pour les bailleurs, soit 73 millions de plus que ce qui était prévu par la trajectoire initiale. Aussi, comme sur plusieurs bancs, le groupe UC souhaitait vous proposer un amendement pour faire en sorte que ces paramètres soient définis différemment selon la trajectoire prévue initialement et conformément à l'engagement du gouvernement. Cet amendement a été malheureusement déclaré irrecevable. Mais nous attendons, Monsieur le Ministre, là-dessus, de nous dire comment vous allez éviter ces effets de bord et faire en sorte que les bailleurs ne soient pas sollicités au-delà de ce qui était nécessaire. Le rendement de la TVA sur les constructions de logements sociaux, par ailleurs, s'annonce supérieur à ce qui était envisagé et pourrait atteindre 850 millions en 2019. Sur ce sujet, nous suivrons peut-être plus, je ne sais pas. Nous suivrons la rapporteure de la Commission des affaires économiques qui propose d'ajouter au rapport prévu à l'article 74 quinquies une étude fine des impacts de l'augmentation de la TVA. Monsieur Dallier, de son côté, l'a rappelé. Il ne me semble pas que nous puissions faire l'économie d'un mot sur la situation des bailleurs qui, avec la mise en place de la réforme, couplée à la restructuration du secteur prévu dans la loi Elan, sont exsangues. C'est une perte d'autofinancement nette de 21% qui est constatée sur l'année 2018. Le nombre d'organismes en situation de fragilité passerait de 127 à 309, soit une augmentation de 143%, selon l'analyse de notre rapporteur Dominique Estrosi Sassone. J'ai interrogé les métropoles de ma région pour voir l'effet sur ces territoires du mécanisme de la RLS, considérant que les métropoles sont quand même des endroits où ça ne devrait pas poser trop de difficultés. En 2018, sur un objectif de production de 2000 logements sociaux dans la métropole de Lille, on constate une réduction des constructions de 600 logements, alors même que le fait d'être dans une métropole devrait faciliter cette réalité. Quand bien même les bailleurs sociaux ont les moyens de trouver des financements, ils ont besoin d'avoir des fonds propres.
Le secteur du logement social connaît de grandes difficultés, avec probablement moins de 100 000 logements financés contre 126 000 en 2016 et 113 000 en 2017. Les chiffres concernant le nombre d'organismes en grande difficulté ou en autofinancement négatif sont de plus en plus inquiétants. En l'état actuel, et avec les mêmes conditions de financement, les ESH ne sont pas exemptés de ces difficultés puisque leur taux d'autofinancement courant devrait être pratiquement divisé par 3 en 3 ans et pourrait devenir négatif à partir de 2025. 28 nouvelles ESH passeraient dans le rouge dès 2018. La vente de patrimoine, par ailleurs, monsieur le ministre, je me permets d'alerter sur ce sujet, je le fais à chaque fois. Si elle a été un choix du gouvernement, il est fait. Je vous encourage vraiment, si on ne veut pas aggraver le coût de l'accompagnement des coprodégradés, de travailler avec les collectivités, d'entamer des programmes de gouvernance partagée avec les territoires pour bien travailler sur les plans de patrimoine et la prévention des risques de coprodégradés. Ne faites pas seul avec les bailleurs en venant chercher les territoires ensuite, faisons ensemble. Monsieur le ministre, et nous espérons que la revoyure que vous annoncez, monsieur le ministre, sera l'occasion de réajuster un certain nombre de choses. Monsieur le ministre, il me semble que les conditions ne sont donc pas tout à fait réunies pour que le choc de l'offre attendu ait aujourd'hui lieu. Je crains même et nous sommes nombreux sur ces bancs à vous avoir alerté, qu'il y ait un effet inverse. De mois en mois, la construction de logements diminue. Les mises en chantier de logements neufs ont ainsi reculé de 7,9% au troisième trimestre. Il est à craindre que moins de 400 000 logements soient construits en 2019 et nous constaterons sans doute une perte de 40 000 logements en raison des restrictions du PTZ ou du dispositif Pinel, de l'APL accession et de la baisse des commandes HLM. La dégradation du secteur du logement impactera fortement nos territoires avec des écarts qui se creuseront de plus en plus entre zones tendues et non tendues. Vous nous éclairerez sur la question de la déterritorialisation, en tout cas du zonage ou pas de zonage. Comment vous voyez aussi les choses, monsieur le ministre? Nous suivrons M. Dallier dans son souhait de rétablir l'APL accession et aurons à vous proposer dans le débat des amendements de rééquilibrage du dispositif Pinel afin qu'il s'adapte aux réalités des territoires en laissant les acteurs locaux responsables du zonage. Nous devons réfléchir collectivement à des dispositifs pour qu'aucun territoire ne soit laissé en marge. Au-delà de la situation du logement et concernant les autres programmes de la mission, nous observons quelques notes positives non dénuées malgré tout de quelques interrogations. Concernant le programme hébergement d'urgence, nous nous félicitons de la hausse de 43 millions des crédits de paiement, mais nous restons quand même interrogatifs sur les 60 millions de crédits supplémentaires ouverts dans le dernier PLFR. Est-ce déjà, en fait, l'annonce que les crédits 2019 seront insuffisants? En tout cas, il faudra faire attention à être au rendez-vous. S'agissant du programme 147 de la politique de la ville, je n'ai pas grand-chose à rajouter à ce que Mme Guillemot a présenté. Je suis complètement en phase avec ce qu'elle a dit. C'est clair, le plan Borloo a exprimé des lignes. Nous espérons, monsieur le ministre, que vous saurez vous en inspirer. C'est essentiel. Vous avez mis plus de moyens, effectivement, sur cette politique de la ville. Simplement, comme l'a rappelé Mme Guillemot, c'est essentiel. Attention, quand on annonce des financements supplémentaires sur des lignes peu consommées, parce que les taux d'intervention sont tellement faibles que les associations ou les collectivités ne vont pas chercher les crédits. Faites attention à ce que, quand on met des moyens, de redéfinir des taux qui fassent qu'on consomme les crédits, sinon c'est un sujet. Enfin, sur la question du budget de l'ANA, je remercie M. Dallier de nous avoir donné l'occasion de soutenir, par l'amendement qu'il a présenté, la nécessité de maintenir les crédits et les quotas carbone pour rattraper le retard et en tout cas redoubler d'énergie. Ma crainte, monsieur le ministre, c'est que sur les crédits ANA, en plafonnant les quotas carbone, en rebasant les quotas carbone, certes, ils vont suffire, ces 420 millions l'an prochain, mais fin 2019, quand vous aurez débasé et mis à 420 millions d'euros, le bon pour le budget 2020 à atteindre sera compliqué. Et donc, sur ce point-là aussi, monsieur le ministre, soyons attentifs. Vous l'aurez compris, nous allons, groupe Union centriste, voter contre ce budget, même si, monsieur le ministre, nous constatons certains efforts dans les 2 missions que j'ai évoquées. Sur le logement, le compte n'y est pas. Nous comptons sur vous. Merci, cher collègue.